Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui devant vous. Un grand merci à la Banque cantonale de nous avoir invités. C'est un privilège d'être ici. Aussi pour une raison toute personnelle qui est que j'apprends toujours beaucoup quand je viens là. Je pense que pour vous, investisseurs, ça répond aussi à une observation il y a beaucoup d'opportunités. Hein. Les sciences de la vie sont tellement larges, ça va tellement vite, il y a tellement d'innovation qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à trouver. Et deuxièmement, ça fait plaisir de voir des succès locaux aussi. Je crois qu'on a beaucoup insisté là-dessus. Ça, pour moi, c'est aussi très important de montrer que quand j'ai commencé chez McKinsey il y a 10 ans, quand on parlait de biotech, on parlait vraiment Boston, un peu à gauche, à droite. Aujourd'hui, il y a des clusters partout, hein, en Europe, en Suisse, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. Donc vraiment, on est aussi au niveau européen en train de monter en puissance très fortement dans le domaine de la santé. Question locale, j'ai une petite particularité, c'est qu'à titre personnel, je suis à la fois vaudois et haut-savoyard par mon père. Donc en fait, je suis soit trop à l'ouest, soit trop à l'est pour être genevois. Donc voilà, personne n'est parfait malheureusement. C'est comme ça. Euh, alors, Sophia, qu'est-ce qu'on est? En fait, on n'est pas une entreprise de biotechnologie. On est une entreprise de technologie appliquée à la santé. Donc pour vous orienter, pensez plus vers direction Google que direction Novartis. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on essaye de faire et comment est-ce qu'on pense que ça va transformer finalement le paysage des sciences de la vie. Donc on est une spin-out de l'EPFL, encore l'aspect local. Donc on a été fondé en 2011 par Yuri Camblon, qui lui, pour le coup, vit à Genève. Donc on coche la case, ça c'est très bien. Aujourd'hui, on est une société globale avec plus de 500 personnes. On a un headquarter qui est à Lausanne, dans la région de Saint-Sulpice, et à Boston aussi, mais on est présent sur les 5 continents. On a eu la chance de rentrer au Nasdaq fin de l'été passé, à peu près en juillet. On a levé à peu près 234 millions de dollars après une série F qu'on avait fait l'année d'avant, à peu près à 110 millions. Donc on a eu de la chance d'être bien capitalisé, bien financé pour relativement longtemps. Donc aujourd'hui, ça, c'est un petit peu le contexte dans lequel on évolue. Si vous regardez la santé, les 10 dernières années, il y a eu deux grandes révolutions. D'un côté, il y a eu une avalanche de données en format digital qui a été commencé à être produite. Donc, vous pouvez imaginer tout ce qui est génomique, l'imagerie, la pathologie digitale, la digitalisation de tout ce qui est les Electronic Medical Records, donc vraiment vos notes de santé quand vous allez chez le médecin. Il y a une pile de données qui est en train d'être générée, mais de façon vraiment gigantesque. Et de l'autre côté, vous avez toutes les solutions de type analytique avancée, intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Donc on se dit aujourd'hui, entre les données et l'intelligence artificielle, on devrait réussir à solutionner plus ou moins tout. D'accord, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce qu'on fait face finalement à trois grandes barrières au niveau de l'écosystème de la santé aujourd'hui. La première, c'est que vos données, elles sont en silo. C'est-à-dire que si vous êtes dans un hôpital aujourd'hui, vous allez trouver des données éparpillées partout, mais absolument pas connectées. Deuxième chose, c'est que ces données ne sont pas standardisées. Donc même si vous pouviez les faire parler entre elles, elles ne seraient pas standardisées, vous ne pourriez pas les comparer. Et la troisième chose, c'est que même si vous pouviez désiloter, standardiser, il y a très très peu en fait, d'échanges de savoir qui se fait au niveau global entre les hôpitaux, entre les institutions aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue de routine clinique. La recherche, c'est autre chose. Donc, ce qu'on essaye de faire, et on n'est bien sûr pas les seuls, c'est de partir vers un monde vers la droite, qui est vraiment de connecter, si on veut bien, ces données de vie réelles dans un network global qui permet de désiloter les données au niveau des instruments, des institutions entre elles, de pouvoir les standardiser quand elles sont générées et ensuite les faire circuler, pas les données bien sûr, parce qu'il y a des questions de propriété privée des données, mais des insights qui sont générés de ces données, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces données pour pouvoir accélérer la recherche et l'innovation. Donc notre réponse à nous, en fait, qu'est-ce que c'est Sophia aujourd'hui? C'est une plateforme de technologie, pour faire très simple. C'est de la donnée et de l'analytique. Et l'idée, c'est qu'on a commencé dès le départ, on a mis notre plateforme dans le cloud, donc on n'a absolument pas de base locale dans les hôpitaux. Tout est dans le cloud. Et l'idée, en fait, c'est on aide les institutions de santé, qui peuvent être des hôpitaux, des laboratoires, des biopharmas, à calculer et standardiser leurs données. Je vous prends un exemple, on a commencé la génétique il y a 10 ans. Quand vous faites un séquençage d'ADN, que ce soit pour une tumeur ou pour un dépistage de maladie, par exemple, vous allez avoir un processus qui est extrêmement noisy en anglais, c'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de bruit à chaque pas expérimental. En fonction de ce que vous utilisez comme réactif, comme séquenceur, les manipulations que vous faites, ça revient un petit peu à écouter la radio embrouillée à la fin. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver le bon signal pour voir où est-ce que j'ai mes mutations. Et ce côté-là, c'est l'analytique derrière. Donc ce que nous, on a fait, c'est qu'on a mis une plateforme d'intelligence artificielle qui était exposée à des centaines, des milliers et maintenant des millions de cas dans le monde, qui apprend à chaque fois et qui arrive à détecter le signal au milieu de ce bruit. Donc vraiment, le côté distinctif de Sophia, c'est, on va dire, le côté algorithmique, réussir à trouver ce signal dans le bruit. Aujourd'hui, on est en train de passer une étape supérieure, qui est, on a construit la plateforme via la génomique. Je vais vous montrer quelques statistiques après, mais en gros, aujourd'hui, on est dans à peu près 800 hôpitaux, la plateforme déployée dans plus de 70 pays dans le monde. Et puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on commence à étoffer la plateforme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement de la génomique, on fait de la radiomique. Je vais vous montrer un exemple qui est de l'analyse d'imagerie, on extrait du signal de l'image.
et on combine ça avec des données de clinique et de biologie pour faire de l'intelligence artificielle des modèles prédictifs. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble tout ça dans un instant. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment une entreprise technologique et pas, on ne développe pas de médicaments. Le concept est tout simple en fait, c'est un effet de network. Donc quand vous utilisez Google, Amazon et tout, pourquoi ça a du succès? Parce que plus les gens utilisent le réseau, plus le réseau apprend et plus le réseau commence à avoir de la valeur. Donc l'idée de Sophia, en fait, c'est un cercle vertueux. Plus on a de gens qui utilisent la plateforme pour faire des analyses, plus la plateforme apprend des analyses et donc la qualité de données augmente, et plus en fait ça augmente la valeur pour les prochains utilisateurs. L'idée, en fait, c'est très simple, c'est de dire, aujourd'hui on a plein de données qui sont là, les patients d'aujourd'hui, on doit pouvoir faire en sorte qu'ils aident les patients de demain via ces approches de network. Donc vous allez me dire, ok, maintenant je comprends à peu près, mais à quoi ça sert tout ça? Donc on va prendre un petit peu d'altitude, on va recommencer là où tout commence, qui est le patient. Donc là, vous avez une vue qui vous montre le taux de survie à 5 ans pour différents cancers. Alors ça, c'est les statistiques des États-Unis. Les points qui sont à gauche sont les années 70 à peu près, et les points qui sont à droite sont les années 2010. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous voyez qu'il y a une trajectoire vers la droite, donc on améliore la situation. La mauvaise nouvelle, vous voyez que malheureusement la trajectoire est relativement lente sur 50 ans, et vous voyez en bas à gauche que voilà, il y a des cancers du type poumon, pancréas, où malheureusement, on en est toujours à des survies à 5 ans, des fois à un seul chiffre, ou peut-être 15-20%. Donc il y avait la discussion avant, pourquoi investir dans les sciences de la santé? Il y a tout l'aspect économique qui fait beaucoup de sens. Pour moi, en tant que médecin, je reviens toujours à ça, parce que derrière ces points-là, il y a des frères, des sœurs, des mères, des pères, il y a des gens comme vous et moi, et on y sera tous malheureusement un jour. Heureusement, peut-être pas ici, mais sur d'autres slides qui montreront des maladies cardiovasculaires, des maladies autres. Ça, pour moi, ça reste toujours un point important, c'est comment est-ce que, quand on se lève le matin pour aller au travail, on peut essayer de faire une petite différence sur cette charte. Je vais prendre un exemple tout bête, qui est l'exemple du cancer du poumon. Et là, c'est vraiment une vue d'hélicoptère pour bien vous faire comprendre l'évolution. Si on remonte 10 ans en arrière, le cancer du poumon, c'était une maladie. D'accord? Chimiothérapie pour tout le monde. Malheureusement, survie moyenne à peu près aux médianes, c'était dans les 10 mois. D'accord? C'était vraiment une situation qui n'était pas facile, qui n'est toujours pas. Mais avec les innovations qu'on a vues, dont on a parlé avec l'immunothérapie par exemple, on a eu une première vague à partir du début des années 2010 où on a eu des thérapies ciblées qui sont arrivées. Donc là, on va séquencer le génome de la tumeur pour trouver des mutations qui sont des cibles. Ces mutations généralement sont tellement fortes qu'en fait, si vous avez une mutation, elle commence à vraiment pousser votre tumeur à grandir. Et si vous arrivez à taper sur la cible, en fait, vous arrivez à freiner la tumeur. Résultat, la survie moyenne de ces patients-là sont passés de 10 mois à 3, 4, 5 ans parfois. Le problème qu'il y a, c'est que vous voyez, au niveau de l'éligibilité, c'est très bien dans les thérapies ciblées, malheureusement, c'est qu'une petite minorité de patients qui ont des tumeurs avec des mutations. Donc c'est extrêmement important pour nous de trouver la qualité du signal, pour trouver ces mutations, parce que les patients vont bénéficier. Malheureusement, ça ne résout pas le problème plus large de tous les patients. Dernière étape, à partir de 2015, c'est l'immunothérapie qui est arrivée, où là, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas de mutation, typiquement. Et vous voyez que ça a un potentiel beaucoup plus élevé parce qu'on peut aujourd'hui éventuellement espérer sauver les patients du cancer métastatique du poumon, ce qui il y a 5-10 ans était de la science-fiction totale. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut imaginer en pratique clinique au jour le jour. Donc, je m'arrête un tout petit moment sur l'histoire des thérapies ciblées, parce que ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cancer du poumon, c'est plus une maladie, c'est une collection de maladies rares. Ça paraît un peu fou à se dire, mais c'est la réalité clinique. C'est-à-dire que la vaste majorité des patients n'auront pas de mutation, mais ceux qui ont des mutations, vous allez voir que vous avez un éclatement complet au niveau de la génomique. Donc vous avez des patients, à peu près, on va dire 15 à 20% qui sont mutés pour EGFR. Ça, c'est relativement facile à détecter. Mais après, maintenant, vous avez des thérapies qui sont ciblées spécifiquement sur des mutations qui sont très très rares, qui sont parfois à moins de 1%. Si vous remettez les choses en perspective, dans un hôpital comme les HUG, le CHUV, on va avoir plusieurs centaines de patients de cancer du poumon par année. Donc ça, c'est des grands hôpitaux. Il y a des hôpitaux beaucoup plus petits, bien entendu. Ce qui veut dire que certains hôpitaux, même la majorité des hôpitaux dans le monde, en fait, risquent de voir peut-être un patient comme ça, peut-être 0 par année. D'accord? Donc vous imaginez le flux des patients qui se passent au HUG toute l'année. Il faut trouver le patient qui a la fusion NTRK, qui n'est pas facile à trouver. Et vous devez être vraiment très très solide au niveau de l'analytique pour être sûr que vous avez ce patient bien détecté, parce qu'il peut bénéficier d'une thérapie ciblée. Donc le côté vraiment analytique et trouver le signal là-dedans, une aiguille dans le botte de foin, c'est vraiment le cas. C'est incroyablement important pour ces patients pour leur faire bénéficier des meilleures thérapies. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement que les maladies sont devenues complexes, c'est que les traitements sont très complexes également. Donc là, c'est toujours le cancer du poumon. C'est pour les patients qui, eux, n'ont pas de thérapie. Donc c'est littéralement l'immunothérapie. Mais quand on parle d'immunothérapie, en fait, ce n'est pas une immunothérapie. Ça, c'est aujourd'hui le menu que vous avez en face de vous quand vous êtes oncologue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en vie réelle, ces oncologues ils vont utiliser 1, 2, voire 3 de ces options, mais on ne sait pas en fait
quelle est la meilleure option pour quel patient. Et là, la prochaine slide est vraiment fondamentale à comprendre. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'on fait une médecine que j'appelle statistique. C'est-à-dire que vous allez faire un essai clinique, vous allez diviser la salle en deux groupes, je vais donner le traitement A, le traitement B. Je vais voir que dans le traitement A, j'ai, on va dire, 55% de gens qui répondent, et là, j'ai que 40. Donc, je vais dire, le traitement A, il est supérieur, tout le monde a le traitement A. Le problème est que, en tant que patient individuel, peut-être que le traitement A n'est pas la meilleure solution pour moi. Peut-être que le B non plus, d'ailleurs. Peut-être que c'est qu'il me faut un traitement C. Et donc, en fait, tout le paradigme qu'on essaie de changer avec la médecine basée sur les données, c'est ne plus arriver avec la statistique par la gauche, au niveau, on va dire, globalité du patient, mais vraiment d'arriver par la droite de la slide en se disant, maintenant, si on regarde un patient dans son intégrité à lui ou elle, quel est le meilleur traitement pour ce ou cette patiente? Et ça, c'est un changement de paradigme qui est fondamental. On va rester dans le cancer du poumon pour juste illustrer le propos, parce que c'est important, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. L'immunothérapie, aujourd'hui, peut offrir des guérisons complètes dans le cancer du poumon de type métastatique, on l'a dit, mais c'est pour une très petite minorité de patients. Donc il y a déjà très peu de patients qui vont bénéficier. La question, c'est lesquels. Quand vous regardez aujourd'hui en clinique, il y a un marqueur qui s'appelle PDL1 qui va être testé typiquement. On va prendre la tumeur, la mettre sous le microscope, regarder si on prend le PDL1, c'est un marqueur qui s'allume. S'il s'allume, ça veut dire qu'on a plus de chances de répondre à la thérapie. Le problème étant que même si vous avez votre tumeur qui est presque 100% positive pour le PDL1, vous avez à peu près 60% de chances de répondre seulement. Ce qui veut dire que vous pouvez tirer une pièce, vous ne saurez toujours pas si ce patient-là va répondre ou pas. Et ça, c'est au niveau de la population, c'est au niveau de la salle, et ce n'est pas au niveau de vous en tant que patient. En même temps, on va donner cette thérapie à tout le monde. Il y a des effets secondaires qui peuvent être sévères. Il y a des patients qui décèdent de la thérapie et pas de la maladie. Heureusement, beaucoup moins, mais c'est des choses qui sont encore possibles. Et il y a une toxicité financière qui est énorme. On parle de thérapie qui coûte quand même 100 000 francs à peu près, un ordre de grandeur par année par patient. Donc, c'est un problème de santé publique aussi. C'est-à-dire qu'on veut absolument que les patients qui peuvent en bénéficier y aient accès. D'accord, ça c'est très clair. Mais on veut être aussi sûr que si on sait par avance que ce patient-là ne va pas en bénéficier, que, on prenne les ressources pour les mettre ailleurs, et pour ce patient, on lui offre une autre option pour éviter de se retrouver en échec thérapeutique après 3 mois. Ça, c'est le pire des scénarios pour tout le monde. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, ça, c'est le parcours de soins d'un cancer du poumon d'un patient aujourd'hui, en type métastatique. Vous voyez qu'il y a une avalanche de données qui est générée par ce patient. D'accord ? Vous avez des données cliniques, vous avez de l'imagerie, avec d'abord, vous allez avoir des radiographies des poumons, vous avez des CT scans, des PET scans, des IRM, vous allez avoir de la pathologie, donc ça c'est toutes les analyses qui se passent sous le microscope, des staining avec des PDL1, des choses comme ça. Vous allez avoir la génomique, des panels de NGS qui vont vous donner finalement plein de mutations dans différents gènes, qui peuvent petits, qui peuvent être grands. Aujourd'hui, on a des biopsies liquides qui vous permettent de suivre les patients au fil du temps, donc vous allez générer de la donnée en plus sur comment les mutations changent au fil du temps. Vous avez aussi tout ce qui est les tests sanguins, donc les cellules sanguines, les marqueurs, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on essaye de prédire l'efficacité de l'immunothérapie basée sur le PDL1, qui est un marqueur là au milieu. Donc c'est un petit peu comme si je vous disais, je vais prédire le temps qu'il fait à Genève demain, basé sur la température de cette pièce à ce moment donné ici. C'est pas étonnant finalement qu'on n'y arrive pas. L'idée, en fait, c'est de se dire, si toutes ces données, elles sont là, elles doivent avoir de la valeur quand elles sont générées, est-ce qu'on ne peut pas simplement prendre ces données-là, les combiner ensemble, et puis essayer d'apprendre quelque chose vraiment au niveau individuel de chaque patient, parce qu'on imagine que chaque patient aura une signature en fait, de ces données qui sera un tout petit peu différente. Donc le framework que l'on utilise, c'est un framework très simple, c'est-à-dire on appelle ça la multimodalité, dans le sens où on combine différents types de données ensemble. On a commencé par la génomique. On pense que la génomique, c'est la base de tout dans l'oncologie, parce que, pour faire très simple, l'oncologie, le cancer, c'est une maladie de l'ADN. Vous accumulez des mutations qui vont arriver à générer des tumeurs. Donc, si vous ne regardez pas ça, vous êtes plus ou moins aveugle. Mais si vous regardez que ça, on l'a vu, par exemple, le cancer du poumon, vous voyez que 30% des causes évidentes du cancer et des 70%, vous les ratez. Donc, l'idée, c'est de dire, il y a de l'information ailleurs. On va aller chercher dans ce qui est prêt aujourd'hui et qui est généré automatiquement en routine clinique, c'est-à-dire tout ce qui est l'imagerie. Je vais montrer un exemple après de la plateforme qui est, je prends mon image, mais au lieu de juste la regarder comme on le fait aujourd'hui, puis de faire un diagnostic, je vais sortir des données de l'image, transformer l'image en données, parce qu'il y a de l'information dans l'image, que je vais combiner après avec les données cliniques que vous avez vues sur le parcours de soins du patient et les données de laboratoire. L'intelligence artificielle entre en jeu ici, c'est-à-dire qu'on arrive à des tailles de paquets de données qui sont impossibles à gérer d'un point de vue statistique ou humain très simple. Donc on va entraîner des algorithmes de machine learning pour apprendre de ces données et essayer de faire ensuite 3 choses, qui est visualiser déjà toutes les données du patient en un point commun. Rien que ça, vous seriez étonné de savoir que ça n'existe vraiment pas en routine clinique, donc c'est extrêmement difficile d'avoir une vue holistique, facile à voir d'un patient.
de faire du cohorting. Ça, c'est très important. Je vous renvoie à cette idée de networker, c'est-à-dire que si on met des hôpitaux ensemble, je peux voir, moi, mon patient dans le contexte d'autres patients qui lui ressemblent. Ces patients très rares, où j'en vois peut-être un ou deux, dont je vous mentionnais avant, dans mon service, je peux maintenant commencer à voir, OK, ces patients rares chez moi, d'autres centres les ont vus, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont été traités? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux voir des points communs ou des points différents avec les patients que moi je vois? Et à la fin, on aimerait arriver à une dimension individuelle qui est faire une prédiction vraiment en disant ce patient, sur tout ce qu'on a vu, sur toutes ces données, sur l'ensemble du réseau, on a appris avec l'intelligence artificielle, on pense qu'il y a X% de chances qu'il va répondre ou elle va répondre à la thérapie. Donc ça paraît un peu de la science-fiction, mais c'est en cours déjà. Hein. Donc, par exemple, on a une douzaine de projets R&D aujourd'hui. Là, je prends le plus avancé, qui est celui du cancer du poumon, qui s'adresse exactement à la question dont on a discuté jusqu'à maintenant, qui est prédire la réponse à l'immunothérapie. Aujourd'hui, on a une étude qui est sponsorisée par SOPHIA, qui est globale. Donc, on a 30 sites à peu près dans une dizaine de pays dans le monde entier. On recrute 4000 patients. Et puis, on va apprendre de ces 4000 patients. Le but, c'est vraiment d'être exposé à la diversité des données, c'est-à-dire un CT scan qui est fait à Genève, à Paris ou à New York, il va falloir réussir à les standardiser au niveau de la donnée. Ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait imaginer parce que selon comment vous réglez, selon vous faites la prise d'acquisition, on en vient toujours au même point qui est on ajoute du bruit dans les données. Donc il faut vraiment être bon pour standardiser ce bruit, pour trouver le signal. Et puis après, on va collecter les mêmes modalités de données dont je vous ai parlé dans le parcours de soins. Donc vous avez l'imagerie, la génomique, la pathologie, tout ce qui est dans le sang et données cliniques. Ça, c'est des choses qui sont produites au jour le jour quand vous allez dans un parcours de soins normal. Et donc, on va les collecter, essayer d'apprendre, voir qu'est-ce qu'on peut en prédire. Vous voyez qu'on a une trentaine de sites, on a des grands centres aux États-Unis, on a des centres en France, en Italie, en Espagne. Donc, c'est vraiment une étude qui est globale et qu'on espère qui va pouvoir nous montrer, en fait, démontrer le pouvoir prédictif de ces algorithmes. Ça se suppose, en fait, de pouvoir créer cette intelligence collective. Hein. C'est ça vraiment l'idée, c'est de pouvoir avoir un network de sites qui partagent, standardisent leurs données, les partagent entre eux et sur lesquels on puisse apprendre. Pardon. Donc là, on l'a déjà fait, nous, au niveau génomique. Donc en 10 ans, on a à peu près 800 institutions dans 70 pays, donc vraiment une footprint globale qui partage les insights ensemble. Quand vous êtes un utilisateur de SOPHIA sur la plateforme, une des conditions, c'est que vous devez être d'accord d'utiliser la plateforme, mais aussi que les autres puissent apprendre en fait de ce que vous avez généré comme savoir. Ça, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas rentrer dans SOPHIA parce que le but, c'est vraiment de partager en fait le savoir. Donc on l'a fait au niveau de génomique déjà. On a passé il y a quelques mois la barre des 1 million de profils qu'on a analysés sur la plateforme dans le monde. Et puis aujourd'hui, on est déjà en train de le faire. Ça, c'est l'exemple du cancer du poumon, mais on en a d'autres en cancer du rein. On va lancer des choses en glioblastome, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, où on voit qu'on arrive finalement à mettre les gens ensemble sur la même philosophie qui est partager ces données, mais avec une dimension de plateforme qui est plus large, on va dire. Donc, j'aimerais juste vous donner une petite overview en fait, de la plateforme technologique. Alors, c'est vraiment 2 minutes de film juste pour vous illustrer, pour que ce soit un peu plus concret. Qu'est-ce qu'on essaye de faire et à quoi ça va ressembler dans le futur. Donc, ce que vous allez voir là, ça, c'est notre plateforme de radiomique. Donc, je vous ai parlé de la génomique. La génomique, c'est un peu plus difficile à illustrer, donc je n'essaye pas, mais l'imagerie, je pense que c'est très visuel. Donc, vous allez voir, en fait, ça, c'est un patient qui a un cancer du poumon de stade 4, donc métastatique. Vous allez voir, si vous regardez tout là-bas, vous allez voir une forme qui va être après surlignée, qui est la tumeur primitive. Et puis, aujourd'hui, en routine clinique, on va regarder ça. Donc, le radiologue va regarder, il va peut-être mesurer, mais littéralement à la règle. Hein, donc, ça va être littéralement ça, en disant, cette tumeur-là, elle fait à peu près X centimètres. Et puis, on va suivre le patient en disant « Ah, ben, je pense qu'elle est un petit peu augmentée ici, à gauche, à droite. » Mais en fait, c'est toute l'utilité de la radiologie aujourd'hui, c'est juste du diagnostic. Et on suit à peu près, mais de façon semi-quantitative. L'idée, encore une fois, c'est de trouver le signal là-dedans. Donc, ce que vous allez voir, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va segmenter la tumeur, donc il va aller la chercher et vraiment zoomer juste sur la tumeur. Et ensuite, il va extraire des features, donc c'est on va dire des métriques radiomiques. On a plus de 200 métriques qui vont sortir. Vous pourriez aller à des millions si vous voulez, mais à la fin, elles se corrèlent toutes entre elles. Et en fait, on va apprendre de ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce que vous voyez, la tumeur, elle a une sphéricité, elle a une intensité de signal, qu'elle prend le contraste ou pas. Est-ce qu'elle est régulière, est-ce qu'elle est hétérogène? Tout ça, ça a un lien avec la biologie de la tumeur, et donc il y a du savoir à chercher. Et puis ensuite, vous allez voir comment est-ce qu'on injecte sur la plateforme les données pour une interface que l'oncologue peut accéder et où il verra toutes les données de son patient, il verra les données de cohorting et puis données de prédiction. Donc bien sûr, tout ça est encore en développement, mais c'est juste pour vous donner une idée à peu près de quoi ressemble le futur. Donc là, vous avez la tumeur qui va être segmentée. Vous la voyez là, vous allez voir le contour qui apparaît, donc ça a été segmenté automatiquement. Ça, c'est l'ancienne version qui est visuelle, parce que la nouvelle est basée sur du deep learning, donc il n'y a plus rien à voir. Vous appuyez sur un bouton, ça se fait automatiquement, ça vous sort les résultats.
Et puis là, vous extrayez les features. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez passé la tumeur, si vous voulez, à une espèce de radiographie qui sort plein de données et qui vous montre en fait la distribution du signal, vu que ce qu'on voit, c'est un signal. Hein, donc c'est un signal biologique. Ensuite, toutes ces données-là, on peut les injecter avec la génomique, avec la clinique, et l'oncologue va pouvoir aller voir. Donc ça, c'est une plateforme qu'on a déployée dans le cadre de notre essai clinique et que les oncologues utilisent. Et vous avez toutes les données en fait du patient. Vous pouvez voir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été le diagnostic. Donc voilà, vous voyez que c'était un cancer du poumon. Il y avait des métastases dans les lymph nodes, donc les ganglions lymphatiques, un marqueur PD-L1 qui était à 2%. Vous pouvez ensuite voir, naviguer tous les événements de santé de ce patient dans le cadre de l'étude. Si vous appuyez sur les images, par exemple, ça va renvoyer à l'imagerie, vous allez pouvoir naviguer en 3D l'image. Et là, vous allez voir tout ce qui est arrivé à ce patient, la génétique, le diagnostic. Vous allez avoir accès au traitement, au monitoring ensuite, et puis je vais vous montrer aussi le cohorting. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, avec une plateforme technologique, on peut apprendre des données qui existent en routine clinique, les amener au clinicien et l'aider à interpréter en fait ce qu'il voit. Donc là, vous allez voir ensuite, tout en bas à la fin, ça sera, aujourd'hui c'est pas réel, mais à la fin, le but c'est d'avoir une prédiction, de dire voilà, à 6 mois, à 12 mois, est-ce que ce patient aura répondu oui, non, avec un taux de certitude, et qui explique en fait pourquoi, quels sont les drivers de cette prédiction. Et puis, vous pouvez commencer à faire, donc là, c'est la vue très basique, on a des choses beaucoup plus sophistiquées, mais vous pouvez commencer à apprendre. Donc là, typiquement, je regarde mon patient, c'est ma barre bleue, dans le contexte des patients qui sont à travers tous les autres sites. Donc je commence à apprendre, en fait, à quel point mon patient est différent ou pas en vie réelle des autres patients qui ont la même pathologie et qui ont le même traitement. Ensuite, on a des choses qui sont beaucoup plus évoluées, où on commence à segmenter, créer des cohortes en vie réelle que vous pouvez suivre, ce genre de choses. Donc, je finis juste sur ces 3 points qui sont, 1, l'idée de passer d'une médecine statistique à une médecine vraiment individuelle. 2, que pour faire ça, il faut vraiment casser les silos de données et de standardisation des données. Et que 3, notre réponse à nous, en tout cas, c'est une plateforme technologique qui permet en fait de créer une intelligence collective. Ça, pour nous, c'est très important d'un point de vue clinique. C'est aussi très important d'un point de vue biopharma, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'indications où on ne sait plus vraiment où aller chercher des fois les patients pour réussir à trouver un avantage. Par exemple, il y a des cancers où le but aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des sous-populations qui ne répondent pas aux thérapies qui sont aujourd'hui approuvées pour essayer d'améliorer les sorts de ces patients. Mais si vous prenez tous les patients dans votre étude clinique, statistiquement, ça va être extrêmement difficile de trouver un bénéfice. Donc, il faut vraiment arriver à sélectionner vos patients avant. Et on pense que la multimodalité peut aider pour ça. Et ensuite, ça vous permet d'attaquer le problème de façon beaucoup plus ciblée et de montrer un bénéfice beaucoup plus facilement aussi. Voilà, sur ce, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.